Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous recevoir chez MC2I pour cette table ronde emploi et handicap. Comment tous ensemble nous pouvons faire bouger les lignes et nous pouvons agir pour plus d'inclusion et plus d'égalité des chances. Alors, je suis Marion Lopez, je suis directrice RSE du cabinet MC2I. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un cabinet de conseil en transformation numérique de déjà 1700 collaborateurs et donc implantés à Paris et également dans toute la France et à Bruxelles. Et donc, il était important pour nous de réunir tous les acteurs qui sont importants sur le handicap et qui puissent nous permettre d'agir beaucoup plus et d'être beaucoup plus efficaces, puisqu'on voit bien que si on regarde le handicap que sur le côté obligation légale, on n'arrivera pas à agir assez. Et il faut aussi qu'on arrive à montrer que le handicap, ça peut être une opportunité, ça peut être un moyen d'innover. Et ça peut être aussi vraiment une chance pour tous. Et donc, on en est convaincus dans le cabinet. Et on pense aussi que tous les acteurs autour de cette table vont nous permettre d'agir tous ensemble pour améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, nous avons un panel de choix ce soir avec des acteurs qui représentent en fait un petit peu toutes les dimensions d'un parcours que peut avoir un collaborateur ou un futur collaborateur en situation de handicap, en commençant par les écoles, l'entreprise, les organismes professionnels qui ont aussi leur rôle à jouer, et puis les associations. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Isabelle Dubac, qui est DRH de chez MC2I, et qui donc va pouvoir nous parler aussi du côté qu'est-ce que font les entreprises, et notamment les entreprises du secteur du numérique pour le handicap. Nous avons également Elisabeth Forger, qui est de l'ESSEC Business School, et qui est référente diversité, mixité et inclusion. Françoise Farag de chez Numéum, qui est donc aussi présidente de la commission inclusion de Numéum, qui est l'organisme professionnel du secteur du numérique. Et puis Anthony Babkin, qui est délégué général de Diversides, une association qui nous tient à cœur et qui œuvre pour l'inclusion numérique et donc l'insertion dans l'emploi dans les métiers du numérique. Et donc pour commencer, j'aimerais te questionner Isabelle, pour incarner le sujet côté entreprise. Est-ce que tu peux nous parler pourquoi MC2I a souhaité organiser cette table ronde et pourquoi est-ce qu'on est là tous ce soir rassemblés sur cet événement? Déjà, je voulais tous vous remercier. Ça fait super plaisir qu'on soit en présentiel. On n'a quasiment plus l'occasion, on a des webinaires, on a des conférences et finalement, on n'a plus l'occasion de se voir en vrai. Et certains d'entre vous, voilà, je vous connaissais par des noms, on se voit enfin. Donc déjà, je voulais vous dire que je suis super heureuse que vous soyez tous réunis sur ce beau sujet qui nous tient à cœur chez MC2I. Me concernant, j'ai pris mon poste de DRH il y a 2 ans chez MC2I. Et quand je suis arrivée, j'ai fait le constat qu'on était très loin du taux légal d'emploi chez MC2I, de travailleurs en situation de handicap, puisque il y a 2 ans, on était à 0,5% des effectifs. Et je me suis dit que si on voulait... alors, peut-être pas atteindre rapidement le taux légal, 6%, mais au moins s'en rapprocher et en tout cas mener des actions pour multiplier les collaborateurs en situation de handicap. Il fallait mettre en place une politique vraiment volontariste, parce qu'on n'y arriverait pas naturellement. Donc, une des premières actions, ça a été au sein de la DRH de créer une direction diversité et inclusion pour pouvoir élaborer une feuille de route et mettre en place voilà, et suivre les actions qu'on allait vouloir mener. Et très rapidement, on est arrivé à un constat de ça ne va pas être facile. Et pourquoi ça ne va pas être facile? Parce que je pense que dans notre métier, on cumule trois difficultés. Je pense que la première difficulté, c'est la difficulté qu'ont toutes les entreprises. C'est le frein classique des entreprises qui se disent voilà, est-ce que ça va être possible d'avoir des collaborateurs en situation de handicap? Physiquement, comment ça va se passer? Les collaborateurs se disent est-ce que je vais vraiment pouvoir travailler dans cette entreprise? Donc, ça, en tant qu'entreprise, on l'a. Mais en tant qu'entreprise du service numérique où on travaille pour des clients, on se rajoute un autre frein psychologique de se dire mais comment on va aménager les postes de travail chez nos clients pour nos collaborateurs qu'on en a besoin? Est-ce que ça va être possible? Et puis, est-ce que nos clients vont accepter ces collaborateurs en situation de handicap? Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes performances? Donc déjà, ça devient encore plus difficile. Et nous concernant, on est une entreprise qui embauchons chaque année 80% de recrutement. Pour donner un ordre de grandeur, cette année, on va avoir réalisé environ 400 recrutements. On embauche 80% de nos collaborateurs qui sont des stagiaires, des apprentis ou des jeunes diplômés.
Donc pour ça, on a besoin qu'ils soient présents dans les écoles, dans nos écoles cibles, pour pouvoir les recruter. Et là, d'où la présence aussi des écoles ce soir, là, on se heurte à un autre frein, c'est est-ce que ces futurs candidats sont bien présents dans les écoles? Est-ce que s'ils sont présents dans les écoles, ils sont déclarés? Et est-ce qu'ils vont avoir envie d'être chez nous? Et du coup, le constat, c'est qu'on ne peut y arriver que si on travaille tous ensemble, d'où cette volonté d'organiser cette table ronde. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut échanger sur les bonnes pratiques? Et puis, à titre personnel, c'est un sujet qui me tient à cœur également, puisque je suis moi-même en situation de handicap. Et c'est aussi une façon de montrer qu'on peut avoir un poste à forte responsabilité en entreprise tout en étant déclaré RQTH. Et voilà, c'est aussi ce message que je voulais porter ce soir. Merci Isabelle pour ce témoignage personnel en plus, donc ça nous tient encore plus à cœur. Et effectivement, comme tu le dis, pour pouvoir recruter et développer des talents en situation de handicap, il faut effectivement qu'il y ait ces talents-là au sein des écoles, là où nous avons notre vivier de candidats. Et donc là, Elisabeth, toi, en tant que référente au sein de l'ESSEC, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en place pour l'accessibilité numérique et puis également pour accompagner le parcours du candidat, de sa formation jusqu'à sa situation de rentrer dans une entreprise? Alors déjà, merci beaucoup pour cette approche très systémique qui me tient tant à cœur de travailler tous ensemble, entreprises, associations, écoles. Donc, concernant l'ESSEC, alors moi j'ai cette chance d'avoir une croissance du nombre d'étudiants en situation de handicap très importante, puisque là on a dépassé le cap des 400 étudiants avec aménagement. Je dis régulièrement que j'ai le plus joli terrain de jeu, parce que effectivement 400 étudiants en situation de handicap, mais aussi sans nationalité. Donc tous les jours je m'enrichis d'une approche différente du handicap, quelles que soient les singularités des étudiants que j'accompagne. Moi, j'ai pour mission de les accompagner vraiment du process d'admission jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc, ça passe évidemment par des process classiques de mise en place d'aménagement, de temps majoré, de salles isolées, d'aide humaine. Mais on veille aussi à former les professeurs parce qu'ils rentrent aussi dans l'approche systémique où on a créé des capsules justement numériques par handicap, par type de handicap. Moi-même, j'ai été professeure et je trouve hyper important au jour d'aujourd'hui, quand on a une classe de 40, 50, 60 élèves, de se dire que, quelle que soit la singularité de l'étudiant, je vais pouvoir transmettre mon savoir. Et c'est pas facile de transmettre son savoir à une personne déficiente auditive, déficiente visuelle, sans avoir quelques clés. Donc, on a créé ces capsules pour les professeurs. Et puis, on a amplifié le phénomène avec, évidemment, cette période de Covid. Mais dès 2020, on est déjà passé 100% en ligne sur des plateformes type Moodle et veiller à ce que tous nos cours soient accessibles. Et notamment, je vous avoue que moi, je ne suis pas du tout experte dans tout ce qui est logiciel, mais on travaille essentiellement avec Geniali, de façon à ce que tous nos cours soient traduits à la fois sous forme de texte, soit en audio-description, soit sous forme de vidéo. Sachant que déjà, ça donne un accès beaucoup plus large à l'ensemble de nos étudiants. Voilà. Et puis après, on organise un certain nombre de choses. L'important aussi, c'est de former l'ensemble de notre communauté ESSEC. On le forme avec un certificat handicapé talent qu'on ouvre à toute la communauté ESSEC pour les sensibiliser aux problématiques du handicap en entreprise. Et puis, on organise des forums. On essaye d'avoir une approche assez large. Voilà. Parfait. Et du coup, les entreprises, elles ont leurs propres critères quand elles recrutent des étudiants. Mais vous, quelles sont vos attentes spécifiques vis-à-vis des entreprises? Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce que vous leur demandez? Et vous pouvez passer des messages aux personnes dans la salle aussi. Qu'est-ce que vous attendez de nous, en fait, pour pouvoir aussi mieux prendre en charge les étudiants et que ce ne soit pas juste un simple stage, mais qu'ils aient une vraie carrière après dans l'entreprise? Alors, en fait, moi, j'ai pris mes fonctions à l'ESSEC fin 2014 et je constate avec joie qu'en fait, en 11 ans, les entreprises ont énormément évolué. Quand j'ai pris mes fonctions, j'avais le sentiment qu'on nous parlait énormément de quotas. Et aujourd'hui, je pense que j'ai vu l'étude de McKinsey, mais voilà, les entreprises sont plus à se dire je vais faire entrer la diversité dans mon entreprise parce que ça va être une richesse. Et on travaille aussi sur les biais cognitifs avec les entreprises qui ont aussi compris que la différence pouvait être une force. Et donc nous, en fait, moi, quand je travaille avec les entreprises,
je veille à ce que les étudiants aient un plan de carrière et je suis toujours en vigilance de dire on peut commencer par un DUOD, un Vie ma vie, une demande de stage, une alternance et puis après on avance assez facilement vers l'emploi. Et j'avoue que j'identifie assez rapidement les entreprises dans lesquelles nos étudiants ont un magnifique parcours. Et comme vous le disiez, il est vrai que voilà, on en a aujourd'hui qui sont au COMEX d'entreprise et voilà, quelle que soit leur singularité. Donc, ce qu'on attend des entreprises, en fait, qu'elles soient avec nous dès le début, parce qu'on a à la fois des échanges à avoir ensemble pour que nos formations soient parfaitement en adéquation avec vos métiers et qu'on vous envoie aussi les bons étudiants qui sauront voilà, développer vos actions. Merci. Merci Elisabeth. Isabelle, je me retourne vers toi puisque tu as évoqué les difficultés qu'a MC2I justement de recruter et de développer, aussi d'avoir davantage de collaborateurs en situation de handicap. Mais est-ce que tu peux nous parler plus précisément des actions concrètes que tu as mises en place chez MC2I en détail pour pouvoir nous améliorer sur l'inclusion? Alors, on a développé 2 grands types de mesures pour parler très concrètement. Une série de mesures qui tournent autour de la sensibilisation et de la formation. On se rend compte que plus on parle de handicap au sein d'MC2I, moins ça va être tabou, plus les personnes vont comprendre qu'elles peuvent se déclarer, qu'elles peuvent se dire qu'elles sont en situation de handicap. Du coup, pour ça, il y a des formations qu'on a mises systémiques. On a développé, en lien avec la direction justement de la diversité et inclusion, de e-learning obligatoire pour tous les managers qui s'appelle recruter et manager des collaborateurs en situation de handicap avec plein de bonnes pratiques, les choses à faire, à ne pas faire, les liens vers notre référente handicap. Et puis pour l'ensemble des collaborateurs, aussi également un e-learning de sensibilisation pour leur expliquer tout ce qui est possible chez MC2I et leur donner des expériences et des retours d'expérience de collaborateurs en situation de handicap. Et ce qui est important, c'est en termes de communication, je pense ce qu'on fait, c'est d'animer ça tout au long de l'année. Pas seulement faire lors de la semaine LCEPH, une petite capsule au fait, chez le handicap, c'est ça. Du coup, on ponctue l'année par un calendrier. On se cale sur l'ensemble des journées mondiales. Donc, et à chaque journée mondiale, on va aller chercher un collaborateur en situation de handicap qui accepte de témoigner sur son handicap. C'est sur notre réseau. Du coup, c'est super fort pour eux. D'avoir le courage de faire ça. Ça fait partie d'ailleurs des vidéos qui ont le plus de likes sur notre réseau social. Donc ça prouve bien que quand on en parle, ça aide. Ils parlent de leur expérience. Voilà, ça se passe bien. Ils sont en mission chez le client. On a un collaborateur qui est déficient visuel. On a aménagé son poste de travail chez le client et ça se passe bien. On rajoute l'expérience du manager qui l'encadre pour montrer aussi au manager que c'est possible d'avoir dans ses équipes des collaborateurs en situation de handicap et que ça se fait bien. Et puis, je veux dire attendez, j'ai pris mes petites notes pour rien n'oublier. Et oui, et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une corrélation directe entre le nombre de salariés qui sollicitent notre référente handicap pour prendre des informations sur comment se déclarer RQTH et chaque communication qu'on fait sur les sujets dédiés. Ça montre bien qu'en fait, plus on communique, moins il y a de tabous et moins il y a de craintes, moins il y a de freins psychologiques aussi pour les collaborateurs. Donc ça, c'est des mesures pour lever ces freins psychologiques, de se dire il ne faut pas que je me déclare parce que peut-être que je ne vais pas avoir la bonne mission, je vais un peu être mis au placard, est-ce que je vais avoir une carrière? Puis il y a aussi, quel est l'avantage pour eux de se déclarer? Parce que finalement, ils s'exposent. Du coup, il y a on a mis en place des mesures pour apporter un plus pour ces personnes-là. On a mis en place des congés supplémentaires pour des personnes en situation de handicap qui ont des maladies chroniques, évolutives, qui ont un certain nombre de jours en plus. On a mis en place aussi un congé pour réaliser ces démarches en vue d'une reconnaissance RQTH, parce qu'on sait que ça peut être assez long, remplir les dossiers, aller faire les rendez-vous médecins, ça peut être des freins. Et puis, on a mis aussi en place une journée
congés payés pour des parents dont les enfants sont en situation de handicap pour pouvoir aussi réaliser ces dossiers. Donc, c'est des mesures d'aide. Évidemment, ça fait pas tout. Mais grâce à ces 2 mesures phares, en 2 ans, on a doublé nos collaborateurs en situation de handicap. Alors, on est toujours... pas non plus toujours dingue, hein, on n'est pas au niveau de l'ESSEC, mais voilà, on se dit qu'on est sur la bonne voie. Par contre, si vraiment on veut faire encore plus, on s'est dit qu'il fallait qu'on passe un cap. Et du coup, on a décidé cette année de signer une convention avec la GFIP pour aller plus loin dans notre démarche, dans notre politique volontariste. Donc, on devrait signer, on l'espère, cette convention en janvier pour faire encore plus de mesures, et en particulier à destination des écoles, du recrutement, pour pouvoir participer à des forums dédiés, pouvoir faire plus d'interventions dans ce domaine-là. Et c'est, j'espère, ce qui va nous permettre de passer un cap et d'accélérer sur cette partie-là. Merci Isabelle, je pense que tu n'as rien oublié. Tout est bon. Je n'ai pas checké, mais... Donc on voit bien que l'acculturation et notamment la sensibilisation, c'est aussi un message d'ampleur et auprès de tous les profils, hein, que ce soit les personnes concernées, mais aussi les managers et tous les collaborateurs. Mais c'est aussi pour avoir un impact réel, je pense qu'il faut qu'on ait une ampleur au niveau du secteur et globalement avec l'ensemble des entreprises à plus large échelle. Et Françoise, du coup, c'est le rôle aussi de Numéum, hein, c'est d'avoir un impact global sur l'ensemble de ses adhérents. Et donc ce qu'on aimerait savoir, c'est comment la fédération peut accompagner et encourage les entreprises membres de Numéum pour pouvoir avoir davantage de démarches en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Bonsoir à tous. Merci pour l'organisation de cette table ronde. Je vais peut-être déjà vous dire ce que c'est que Numéum, parce que peut-être que pour certains, ça ne veut rien dire, ou pas grand-chose. Donc Numéum, en fait, c'est le syndicat professionnel du numérique qui regroupe 2500 entreprises du secteur, cabinets de conseil, sociétés éditrices de logiciels, plateformes et également ESN. Et donc, il nous a semblé important, donc moi je suis administratrice, mais à côté de ça, j'ai quand même une boîte à faire tourner. Et donc, on a créé une commission inclusion qui, dans les multiples sujets d'inclusion qu'elle aborde, parce qu'il y a le handicap, puis il y a tous les autres sujets d'inclusion, et ils sont très nombreux, on fait une part belle quand même au sujet du handicap. Et 2025, c'est quand même une année importante, puisque c'est la première année où l'accessibilité devient un peu punitive quand même, hein, puisque aujourd'hui, quand on est acteur sur Internet et que son site n'est pas accessible au sens de la loi, eh ben, on a quelques petits soucis à se faire. Et que alors c'est pas pour dire qu'il faut aller vers le punitif, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ça a quand même mis en lumière, malheureusement, j'ai envie de vous dire, parce que ce serait bien qu'on n'en soit pas arrivé là, mais qu'est-ce que fait un syndicat comme le nôtre? C'est aussi dire, attention, maintenant, pour la première fois, si vous n'êtes pas en conformité avec la législation, vous allez avoir des conséquences qui ne seront pas forcément des conséquences sympas pour votre entreprise. Donc un syndicat comme le nôtre, il doit porter, comme tu le disais, la voix auprès de nos adhérents, hein, 2500 adhérents sur toute la France, hein, 50% en région. Donc on fait beaucoup de choses sous forme de webinaires. Et on organise très régulièrement des sessions d'information qui s'organisent autour du partage des bonnes pratiques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans les entreprises. Et je vous rejoins, Elisabeth, on a quand même bien progressé. Alors, on va mettre arrêt sur image sur la situation économique actuelle, parce qu'on dit, bah oui, il y a le chômage augmente. N'empêche que dans les boîtes du numérique, c'est pas si facile que ça de recruter, et qu'on ne peut pas dire on n'arrive pas à recruter et en même temps se mettre des freins sur des profils différents. Donc c'est ça qu'on fait quand on organise nos commissions auxquelles peuvent participer tous les adhérents de Numéum. On porte la bonne parole sur des sujets, on dit regardez tout ce qui existe,
ouvrez-vous, et c'est par exemple avec des témoignages comme des entreprises telles qu'MC2I qui montrent que oui, ça marche, oui, c'est possible, qu'on arrive aussi à faire passer les messages auprès des entreprises avec une audience qui est quand même généralement assez soutenue. On arrive à capter pas mal de monde lors de nos webinaires. Et du coup, selon vous, quel est vraiment le levier collectif le plus puissant qui permet de montrer qu'en fait, le handicap peut rimer avec innovation, excellence, comme on le prône souvent dans les entreprises du numérique? Il faut des rôles modèles. De toute façon, ça passe toujours par ça. On peut avoir toutes les théories du monde tant qu'on n'a pas des exemples concrets pour illustrer la réalité. C'est compliqué de le modéliser, y compris, comme Isabelle le disait, déjà pour les personnes en situation de handicap. Je rappelle que 85% des handicaps sont des handicaps cachés. Il faut déjà oser se déclarer et commencer le parcours du combattant administratif. Et c'est déjà informer aussi nos adhérents sur ce que c'est qu'une MDPH, quelles sont les associations qui peuvent aider pour faire de la sensibilisation au sein des entreprises. Et lors de ces webinaires qu'on organise, on fait intervenir souvent des associations qui sont actrices sur les situations de handicap. On a un très beau partenariat avec Valentin Houy pour les handicaps visuels. Donc c'est aussi en faisant des témoignages de gens qui ont des très beaux postes, des très belles situations, mais qui je vais raconter une petite anecdote que j'ai racontée tout à l'heure. Quand on a fait notre session de webinaire sur l'accessibilité numérique, on n'est pas parti sur une conférence avec, attention, ça va. On a fait intervenir un chercheur qui est en situation de handicap et qui nous a raconté la galère que c'était de renouveler sa carte SNCF. Et on a eu, à la fin du webinaire, on a eu des félicitations des participants qui nous ont dit oui, je me suis rendu compte que c'est pas simple tous les jours, y compris dans le quotidien. Voilà, donc, ce qu'on peut faire, nous, en tant que Numéum, c'est porter les messages et les faire résonner au travers de l'équipe de France du numérique, qui, autour de Numéum, fédère 40 associations du numérique, et pour que ce message, on le démultiplie largement. Merci Françoise. Alors je me tourne enfin vers le seul homme de la table ronde. Donc on a parlé école, on a parlé entreprise, on a parlé organismes professionnels et on n'a pas parlé encore des associations qui sont très présentes justement autour du handicap, et aussi parce que parfois dans l'emploi, il y a des gens qui sont sortis justement de ce cadre et qui n'ont pas forcément fait des études classiques, des parcours classiques, et qu'il faut aussi accompagner dans la reconversion. Et on sait que les associations sont un bon pont entre les entreprises et ces personnes-là. Et donc, du coup, Anthony, je me tourne vers toi pour aussi savoir comment, toi, une association comme Diversidé agit concrètement pour aider l'inclusion des personnes en situation de handicap, et notamment dans les métiers du numérique. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Ravi d'être avec vous et d'être votre quota, mais votre quota engagé. Et par ailleurs, j'aimerais aussi vous dire que je vois cette soirée comme un symbole important, parce qu'on se dit veille des CPH, donc c'est le moment où on parle du handicap, etc. Il n'a jamais été aussi politique de parler de nos sujets, puisque a priori, c'est plus à la mode de parler d'inclusion. Donc le fait que vous le fassiez, c'est un symbole fort. Je trouve que il n'a jamais été aussi important de rappeler les engagements des boîtes, parce que finalement, dans cette période qu'on est en train de vivre, on prononce de moins en moins le terme. Diversité, inclusion, c'est plus à la mode, donc on efface un peu, on érode, et puis dans 2-3 ans, on dira alors on le fait plus, mais, et puis on n'a pas vu le truc disparaître. Donc voilà, merci de le réaffirmer aujourd'hui et de reposer tout le monde autour de la table. Moi, je m'appelle Anthony, j'ai cofondé une asso d'égalité des chances qui s'appelle Diversidays. Je l'ai cofondée il y a bientôt 10 ans, avec une intention au départ plutôt saine de se dire comment on fait en sorte que le monde de la tech soit un peu plus à l'image de notre société. Bon, c'est pas encore tout à fait gagné, mais il y a des choses qui ont bougé ces dernières années, aussi bien dans l'écosystème start-up, de boîtes qui sont nées de nos zones rurales, de nos quartiers prioritaires de la ville, de gens qu'on n'attendait pas forcément sur la scène de la tech française.
et qui ont été parfois épaulés par des dispositifs comme French Tech Tremplin, comme des bourses de démarrage, comme des dispositifs comme les nôtres, ou grâce à des boîtes comme les vôtres qui soutiennent ce type de dispositif. Et je vous remets dans le contexte 2020, le rideau se ferme et globalement on dit à tout le monde vous allez télétravailler. Et il y avait le luxe de ceux qui pouvaient télétravailler. Et puis vous vous rappelez, il y a les métiers essentiels, non essentiels, etc. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais en fait, qu'est-ce que je vais faire demain, puisque finalement on est en train de me dire que mon emploi va se transformer ou disparaître. Ou alors j'ai pas le privilège de travailler à distance, donc il va falloir que je me forme au télétravail. Les fameux outils informatiques classiques, la visio et plein de choses. Et à ce moment-là, il y avait eu la première lame qui était très sanitaire. Et la deuxième, moi j'étais sur la deuxième parce que je ne sais pas soigner des gens. Enfin, je peux faire des trucs de base, mais vous serez, à mon avis, entre de meilleures mains avec des spécialistes. Et donc sur cette deuxième vague qui arrivait, c'était la conséquence du Covid sur l'emploi. Et c'est vrai que moi j'ai été très inquiet en me disant, écoute, on est une asso dans le numérique. Ok, on a accompagné des entrepreneurs jusque-là, mais combien de gens vont devoir se reconvertir vers les métiers de la tech, un peu contraints et forcés, et avec tous les biais formels, ce qu'on pourrait dire sont des biais inconscients, les gens se mettent des barrières, mais en fait il suffit de regarder l'écosystème tech pour se dire mais en fait j'ai pas ma place, je suis trop vieux, je suis pas assez diplômé, j'ai pas le bac, j'ai peut-être pas, je suis avec mon handicap, ma singularité, ma différence, qu'est-ce que je vais foutre là? Et donc en fait l'idée c'était de se dire comment on rassure massivement des gens qui ont envie potentiellement, qui ont une petite lumière de se dire ah, pourquoi pas pour moi, et faire tomber tous les billets psychosociaux. Dans ces billets psychosociaux, vous me voyez venir, il y a évidemment le fait d'être une femme, il y a le fait du diplôme, mais il y a aussi celui de la différence, de la singularité, ton handicap visible ou invisible, et qui à un moment te bloque dans ta capacité de reprendre une formation, ou tout simplement de se dire ok, mais moi déjà je suis en galère, qu'est-ce que je vais aller me faire chier dans une formation qui est sans doute pas adaptée, et en plus on me dit le numérique, mais est-ce que je vais retrouver un job derrière? Et toutes les passerelles, et merci mesdames d'avoir résumé le rôle des écoles, le rôle des formations, le rôle des entreprises. Et je me dis, voilà, c'est des gens qui se disent, je ne suis pas venu pour souffrir, à quoi bon me lancer dans un truc où je ne suis pas sûr derrière, en plus si je fais 2 ans de reformation, de machin, voilà. Donc le but de Déclic Numérique, ce programme qu'on a créé en 2020, c'était de dire, vous avez votre place légitime, on va lever les freins psychosociaux, c'est-à-dire, ok, mais moi, je n'ai jamais vu de gens comme moi faire ce type de formation parce que j'ai mon handicap moteur, physique, je suis 10, je suis TDAH, je suis sourd, malentendant, je peux tous vous les faire parce que maintenant, ça y est, toutes les singularités, je les ai en tête, parce que derrière, le casse-tête d'une association, d'une petite structure, c'est de dire comment j'adapte pour faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent se former ou se reformer ou prétendre à la reconversion. Et c'est là où on tombe dans le no man's land ou dans la difficulté de tout adapter, parce que ça coûte quand même des sous de rendre accessible à toutes et à tous, quoi qu'on en dise. Donc déjà, merci aux boîtes et à la GFIP, à Numéum, à plein de boîtes qui nous ont permis d'adapter ce dispositif, parce qu'en l'espace de 5 ans, c'est plus de 20 000 personnes qui sont passées par ce dispositif, dont 15% qui étaient en situation de handicap déclaré, dont 25% RSA, voilà, je vous passe tous les détails du public. Mais c'est vrai qu'on a vu des choses formidables. Et moi, pour te la faire courte, ce qui m'a le plus marqué dans tout ce qu'on a fait sur ces 5 dernières années, c'est, je te rejoins beaucoup, je crois que c'est Françoise qui a dit ça, sur les représentations. Je pense qu'aujourd'hui, on a un sujet énorme de débiaiser. C'est très américain ce que je veux dire, mais on ne devient pas ce qu'on ne voit pas. Et à l'instant où, en fait, à force de voir un truc un peu... moi, j'ai des gens qui m'ont dit, et je suis allé en entretien, je suis rentré dans les bureaux, j'ai dit, c'est pas pour moi. Parce qu'il n'y a que des mecs, ou que des jeunes, ou que des... Voilà. Et donc, c'est très informel, et on ramène ça à de la psychologie de base, mais je ne me vois pas, donc qu'est-ce que je vais aller foutre dans cet environnement? Parce qu'en plus, je risque d'être maltraité, parce que je serai la seule minorité, ou la seule personne considérée comme... Et ça vaut comme pour les personnes racisées, pour les femmes, pour les 50 et plus, pour les personnes en situation de handicap. All inclusive, on est tous dans la merde quand on se retrouve dans un environnement où on se dit ouh là 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 là, j'ai pas envie d'être la seule et unique personne qui est prise, voilà, parce que tiens, et tu l'as dit tout à l'heure, s'il n'y a pas ce diagnostic du RQTH ou quoi que ce soit, si on n'a pas un premier, un deuxième, un troisième, puis ensuite la boîte qui t'émancipe de ça, il n'y a personne qui fera le grand saut, parce que tu n'as pas envie d'être réduit à ta singularité. Deuxième truc qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la capacité des boîtes à vraiment jouer le jeu. En fait, je crois qu'il y a quand même un procédé d'intention qui consiste ces dernières années à dire oui, on est inclusif,
on adapte, on fait de notre mieux. Mais tu vois, le fait que toi, tu sois concerné et que tu en parles, et merci aujourd'hui de nous faire ce cadeau, de dire que voilà, tu as aussi ton parcours et tes singularités, parce que je crois qu'on gagne à avoir des gens concernés qui pilotent ces projets-là, quoi, ces sujets-là. Au moins, ça ne triche pas. Et derrière, la personne, pardon, je parle aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous qui ont vécu des humiliations, à se dire, je me fais tout le grand chelem, et à la fin, je me rends compte qu'en fait, on s'est foutu de moi, quoi. Ou on m'a fait miroiter un poste ou une opportunité. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'après, nous, l'asso, je dis souvent, notre seul rôle, c'est on répare. On répare des gens, on répare des systèmes où ce que l'État ne fait pas, et on retrouve des gens à petite cuillère à qui on a laissé miroiter des trucs. Donc voilà, et je pense qu'il y a un rôle essentiel, et là je finis sur ça, c'est le rôle des bénévoles. En fait, il y a énormément de gens, et là je passe le message pour les gens qui travaillent chez MC2I ou d'autres entreprises. Merci pour ceux qui sont engagés dans ce programme à venir parler de leur métier. Et s'il vous plaît, autorisez-vous à parler de vos singularités ou vos emmerdes, parce que vos emmerdes, ça inspire les gens. Parce que quand les gens savent qu'avant d'arriver à ce poste ou avant d'arriver à cette responsabilité, tu es passé toi-même par... Tu vois, moi, ce soir, j'aurais adoré qu'il y ait presque une masterclass où tu nous racontes comment tu en es arrivé en tant que dirigeante aujourd'hui à nous parler des RQTH. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne connaît pas tes galères. Et crois-moi que dans des DRH qui s'ignorent, qui sont là ce soir, ça déjoue plein de préjugés. Donc voilà, on en a besoin. La période n'est pas très propice, mais autorisez-vous à soit prendre un peu de temps pour parler de vos métiers et vos vulnérabilités, parce que si vous en parlez, nous, les gens qui sont derrière, ils se disent « Putain, mais elle, ah waouh, mais je suis comme elle ». Nous, on a eu des Monique, 65 ans, ancienne assistante, secrétaire, qui était en situation de handicap, qui s'est reconvertie, et les gens écoutent le récit, ils se disent « Mais c'est moi ». Tu sais, en miroir. Ils se disent « Ok, bon, bah, si elle y est arrivée, pourquoi pas moi ?» Donc voilà, je m'arrête là. Attends, pas fini peut-être. Merci Anthony. Moi, je voulais quand même savoir qu'est-ce que tu attends quand même des entreprises aussi et quelle synergie tu veux créer avec elles. Bon, évidemment, il y a le soutien financier qui est important, c'est normal, vous êtes une asso, mais aussi comment est-ce qu'on peut apporter des choses aussi pour aider en fait encore davantage pour cette reconversion. Je pense qu'il y a 1000 leviers en fait, et parfois les boîtes ne s'en rendent pas compte. Prêter des locaux pour faire un lancement d'un live de nos événements, accueillir certains rendez-vous des assos, prêter du temps des collabs pour dire bah, tiens, on va venir animer un atelier ou plusieurs, etc. Le mécénat de compétences, c'est devenu la clé. Hein. Les assos, elles vivent, là, vous en doutez, 50 milliards d'euros en moins dans le budget. Les assos, c'était déjà pas la teuf, et on nous voit plutôt comme des gens qui sont pas rentables. Donc là, dans une période comme celle qui s'ouvre, je vous laisse imaginer que on parle sur 1,2 million d'assos. Il y en a 400 000 qui risquent de disparaître dans les prochaines semaines et prochains mois. 400 000 qui vont être en résilience, donc qui vont se battre pour essayer de garder à peu près le truc à flot et pas à crever. Et il y en a 400 000 qui vont plutôt avoir la tête au-dessus de l'eau parce qu'elles ont les reins solides ou elles avaient de la trésor, parce qu'elles sont là historiquement. Donc voilà, on va vivre dans un moment qui n'est pas cool, où l'inclusion et la diversité n'est pas à la mode. Donc je crois que plus que jamais, les boîtes qui jouent vraiment le jeu et qui ne trichent pas, et moi, les vrais leviers, c'est est-ce qu'elles mettent vraiment des sous ou est-ce qu'elles saupoudrent? Est-ce qu'elles accordent du temps de leurs collaborateurs ou est-ce qu'elles font semblant? Et est-ce qu'après, dans les trajectoires, et les meilleurs ambassadeurs, c'est les salariés de la structure, quand les gens viennent te dire bah, moi j'étais là, ils m'ont fait grimper là, alors que j'ai eu telle embûche sur mon parcours, où j'étais proche aidant et pendant 6 mois, on m'a mis une mise à disposition, où les salariés ont abondé des jours de congé. Donc voilà, je pense qu'on ne peut plus trop tricher là. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais on est dans un moment de vérité en fait. Si les boîtes le font encore, et alors que politiquement c'est plus à la mode, c'est que c'est sincère. Donc voilà. Et le meilleur acte de sincérité, c'est le chèque, la mobilisation des équipes et les parcours internes. Voilà, je m'arrête là. C'est dit. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions du public dans la salle, j'aimerais juste vous poser à tous une question. C'est vraiment pour synthétiser un peu le conseil pratique et inspirant que vous aimeriez donner pour accélérer vraiment dans l'inclusion. Alors, moi, j'ai un conseil ou un retour d'expérience. Je ne suis pas sûre que ça soit l'accélération, mais ça vient aussi avec une anecdote. On a, l'année dernière, pour la première fois, participé au Duodet. On parlait, Elisabeth, on s'est dit, ça, c'est une super expérience. Je ne sais pas si tout le monde connaît. En fait, on forme des binômes d'une personne qui répond à une annonce et qui va passer une journée à suivre et à réaliser le poste d'une autre personne en interne. Et typiquement, quand on parlait de freins,
là, on se rend compte, frein psychologique. Nous-mêmes, on s'était mis un frein l'année dernière. On s'est dit, on va former des binômes, mais uniquement avec nos directions corporate en interne. En fait, on ne va pas aller faire ça chez les clients. Donc, on avait formé 3 binômes. On était déjà contents. Voilà, ça montre qu'il y a des personnes en situation de handicap qui peuvent faire nos métiers, et les personnes en situation de handicap se rendent compte qu'elles peuvent. Voilà, ça marche dans les deux sens, c'est super. Et puis après, on s'est dit, mais pourquoi en fait on s'est limité? On n'est pas allé former des binômes de consultants chez les clients. Parce qu'on s'était dit, on avait peur en fait. On s'est dit, les clients, ils vont pas vouloir. Et cette année, on l'a fait. Et en fait, ça a super bien marché. On a autant de binômes cette année avec des consultants chez les clients. Et ça a été super bien accueilli par les clients. Souvent, ils ont dit, votre démarche, nous-mêmes, on est dans cette démarche-là, on aimerait la faire. Ça a été très bien accueilli. Et du coup, voilà, c'est quand on parlait de tout ce qui est frein, conscient et inconscient, c'est typiquement là, voilà, ce type d'anecdote. Et du coup, ce qu'on retient, c'est surtout pas avoir de frein. Et puis, voilà, on a fait dans l'autre sens. On a fait aussi le duo 2, qui est l'inverse. Et nous-mêmes, on est allé, on a plusieurs collaborateurs qui sont allés dans les ESAT pour vivre le quotidien de cette partie-là. Voilà. Merci Isabelle. Françoise? Je pense que le plus important, c'est de passer les messages régulièrement, que ce ne soit pas la semaine de l'emploi et du handicap, mais que ça soit toute l'année. Parce que c'est pareil, hein, c'est comme pour le Téléthon, c'est comme tout le reste. Quand on est en situation de handicap, on y est toute l'année. Et c'est ça le plus important. C'est pour ça qu'on renouvelle régulièrement les webinaires et autres manifestations que l'on fait pour que le message passe, repasse. C'est comme avec les enfants, hein, il faut que les messages s'ancrent. Et ça, c'est un message très important. Je crois aussi qu'il y a un élément important, c'est moi qui me rassure plutôt, c'est que pour les jeunes générations, les nouveaux là qu'on voit arriver, bien sûr, ils sont à la recherche d'un job, ils sont à la recherche d'un salaire, mais ils sont aussi à la recherche d'un sens dans leur métier. Et que quand ils arrivent dans une entreprise où, en fait, la réalité est conforme à la promesse, ça les permet de les garder. Ouais, et c'est aussi ce genre de message qu'on veut passer au niveau de Numéum, c'est qu'il y a des très belles entreprises et le numérique, c'est pas que l'IA qui va tuer de l'emploi, c'est aussi des belles réussites pour tous et avec tous. Merci. Alors moi, je dirais oser et libérer la parole. Moi, depuis que je suis dans mes fonctions, j'ai cultivé l'humour. Et je ne pensais pas le cultiver sur des sujets handicap. Hein. Mais en tout cas, mes étudiants m'ont permis vraiment de partir dans l'humour. Des anecdotes assez extraordinaires que je ne peux pas toutes commenter ici parce que franchement, elles ont été violentes. Enfin, je veux dire, nous, on finance aussi des prothèses, on finance plein de choses. Et je me rappelle avec un étudiant qui avait perdu l'usage d'une jambe 2 ans avant, donc que j'ai connu courir dans les couloirs et venir me soumettre de devis. Et c'était très éprouvant. Et il me dit non, mais Elisabeth, maintenant, j'ai plus froid aux pieds. Et je vous avoue que ça a été très violent pour moi. Et quand il est revenu, il me dit tu prends le devis? Je dis oui. Et il m'a dit c'est extraordinaire ce que vous faites. Et en fait, j'avais juste envie de lui dire casse-toi. Va-t'en. Voilà, et j'ai cultivé l'humour avec mes étudiants et je dis osez, parce que osez, que vous soyez en situation de handicap ou pas, exprimez vos idées. Moi, je me suis rendu compte aussi qu'on a plein d'entrepreneurs qui travaillent énormément sur ce sujet et on oublie qu'il y a plein de produits qui étaient à la base créés pour des personnes en situation de handicap. Je pense notamment à la télécommande, hein, je pense que vous l'utilisez tous, le GPS, plein de choses qui à la base étaient des innovations dédiées aux personnes à besoins spécifiques et qui sont devenues des outils que tout le monde utilise. Et aujourd'hui, je vois même sur l'accessibilité des cours, bon, franchement, qui n'utilise pas une petite vidéo plutôt que de lire un texte, hein. Et donc, il y a tout un potentiel avec les personnes en situation de handicap. Avec des approches très diverses. Moi, je dis toujours, oui, effectivement, j'ai de la chance parce que quand je travaille avec des Asiatiques en situation de handicap, je ne travaille pas du tout avec des Britanniques ou des Américains qui sont très loin, voire des Canadiens qui disent chez nous, tu n'existes pas. Voilà. Donc, je rêve de ne plus exister. Mais en tout cas, osez exprimer, que vous soyez concerné ou pas. Voilà, il faut libérer vraiment la parole. Merci. Merci. Écoute, moi, je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je pense que la formation des managers, c'est un point essentiel.
Tantôt, on avait monté une étude avec un cabinet de conseil et qui montrait que tantôt, le manager, c'est celui qui discriminait, dans 25% des cas, et dans 25% des autres cas, c'est celui qu'on venait voir quand on était discriminé. Donc il est tantôt sauveur, tantôt bourreau. Et croyez-moi que plus le manager est formé aux bonnes pratiques inclusives, plus ça crée un socle aussi de confiance et une boîte qui... voilà. Et puis, comme il y a toujours du nouveau sang, faut former continuellement. Moi, je vais vous parler de 3 ressources. Désolé, je vais faire un peu du moi-jeu, mais ça me tient à cœur. On va créer une académie dédiée à l'intelligence artificielle au mois de début d'année prochaine avec nos amis de Connexio et l'assaut Diversity Days. L'objectif de cette académie, c'est permettre de rendre accessible à tous des bases sur les questions d'intelligence artificielle, qu'on soit en recherche d'emploi ou, pour la première fois de l'histoire, en maintien dans l'emploi. Parce que pour la première fois, des jobs qu'on pensait être très sécurisés sont remis en question. Vous avez vu ce qui se passe aux US avec Amazon et d'autres boîtes des big tech. C'est-à-dire que des gens qui se pensaient au chaud, en fait, on leur dit ouais, mais tu vas être remplacé par... Voilà. Donc, je ne porte pas le discours fataliste sur l'intelligence artificielle, mais en tout cas, je porte un constat froid il y a tout un tas de gens qui, aujourd'hui, ne se sentent pas concernés par ces reconversions, cette remise à niveau ou maintien en termes de niveau de compétences. Donc, il y a un enjeu énorme de redonner une couche de compétences un peu à tout le monde. Deuxième ressource dont je voulais vous parler, on a monté un festival qui s'appelle Unique, qui a eu lieu au Parc Floral en mai de cette année et qui revient l'année prochaine, le 5 septembre, à la Cité du Cinéma. C'était pour moi c'était un sacré défi. Et quand je dis pour moi, parce que c'était dur, mais pour l'équipe qui était derrière, parce que pour la première fois, on a essayé de réunir plein de causes. Parce que je dis souvent que ce soit le handicap, le genre, les origines, etc., on a un point commun quand même, c'est celui d'avoir vécu les humiliations ou le goût de l'exclusion. Et croyez-moi, peu importe que ce soit un stigmate lié à votre singularité ou un parcours de vie ou un moment un moment pas cool, vivre ce sentiment d'humiliation ou d'exclusion, peu importe la raison, elle est vraiment pas agréable. Et on a ça en commun. Et c'est vrai que je rêve que Unique devienne ce festival où se rencontrent différentes causes. Et malgré ces singularités ou différences, que les gens œuvrent dans le même but de rendre cette société plus accessible. Tu l'as dit, adapté parce que c'est pour une personne PMR ou pour une poussette ou quelqu'un qui s'est cassé la jambe, ça a la même utilité demain et ça rend cette société plus accessible et ouverte. Troisième ressource, et pardon, coup de pub, mais j'ai créé un podcast qui s'appelle Prends ta place. Et j'ai reçu quand même beaucoup de gens qui ont tout type de singularité, dont récemment Philippe Croison. Donc je vous invite à regarder cet épisode parce que le mec est juste dingue. Bon, il a un humour décapant. Et c'est vrai que quand on voit un mec comme Philippe, et je dis pas, c'est comme Michelle Obama quand on parle des femmes racisées, il y a Philippe Croison pour les personnes handicapées parce que le mec, il lui manque 2 bras, 2 jambes et il a traversé la Manche, traversé l'Atlantique, Donc on se dit c'est presque un extraterrestre. Mais il y a des mots, et c'est des leçons de vie, ces gens-là, quand même. Il nous rappelle il a végété, ce mec-là, pendant 10 ans dans son canapé. Donc, pour refaire l'histoire de Philippe, un jour, il s'est dit, je vais changer mon antenne de télé. Il s'est pris 3 fois 10 000 volts, donc 2 jambes en moins, 2 bras en moins. Pendant 10 ans, il dit avoir végété dans son canapé et il a pensé au pire, au suicide 2 fois, enfin voilà. Et il s'est reconstruit grâce à sa femme Susanna et tout le travail du proche aidant, du service médical, de ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est un peu des masterclass. J'ai la chance de recevoir ces gens-là dans mon émission et de me prend des baffes à chaque fois parce que je me dis, finalement, tout le monde n'est pas capable de faire ce qu'a fait Philippe, au même titre que d'autres héros, on va dire, de l'inclusion. Mais en revanche, il nous rappelle qu'on va tous être à un moment proche aidant. On va tous connaître des situations de dépendance. On va tous avoir des moments complexes, peu importe notre condition sociale ou notre condition économique. Et que quelque part, plus tôt on est sensible à cela, et plus tôt on a entendu des solutions, et plus tôt on s'est formé, et plus tôt je pense qu'on est en capacité d'agir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas mal, dis donc. Merci. Merci à tous. Ça va être le temps de clôturer cette table ronde. On peut remercier nos intervenants qui ont partagé beaucoup de choses ce soir. Merci beaucoup. On voit qu'on pourrait passer la soirée en fait à discuter de ce sujet. Donc je vous invite, pour ceux qui peuvent rester, à prendre un verre et à échanger encore avec nous tous ensemble autour de ce cocktail. Et puis je pense que ce sera peut-être l'occasion de refaire une prochaine table ronde à un autre moment, puisqu'on voit que ce sujet, il faut le communiquer régulièrement. Donc on pourra se revoir sur d'autres thématiques avec grand plaisir. On vous remercie pour votre participation.